Bonjour, bienvenue dans ces marchés publics, ce monde merveilleux. Et j'admire toujours François d'arriver à résumer en 26 minutes 30 secondes un texte de loi aussi complexe et aussi différent que celui que nous avons actuellement encore. Je vais peut-être rebondir un petit peu sur certains propos. On a parlé de critères environnementaux, sociaux. Je vais juste donner un exemple pour les critères environnementaux qui sont enfin applicables, on va dire un peu plus sérieusement, alors qu'on en parle depuis bientôt 15 ans. Critères environnementaux, ça peut être obligé, par exemple, une entreprise à démontrer son bilan carbone au niveau de son activité propre d'entreprise. Pour les marchés, en termes d'exécution, c'est demander simplement, par exemple, l'énergie grise que l'entreprise a besoin d'utiliser pour approvisionner sa matière première, faire le travail de production et bien sûr exécuter le marché, y compris le transport. Et ça peut effectivement des choses assez lourdes à assumer par les entreprises. Et je pense que le jour où on arrivera sérieusement dans ces critères environnementaux, parce que je pense qu'il faudra encore un petit peu de temps, il faudra que les entreprises s'habituent à ça et je pense que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il m'appartient à moi maintenant d'expliquer calmement, tranquillement, quelques folios sur les nouveautés des formes de mise en concurrence. En espérant que ça tourne. Si ça veut bien. Voilà. En premier lieu, je suis quand même obligé de rappeler quelques mots sur les procédures qui sont actuellement déjà applicables. Et là, il faut faire une petite parenthèse. Il y a encore une grande confusion entre les types de procédures applicables et les formes de mise en concurrence. Les types de procédures, vous les connaissez, si je vous les cite, procédure gré à gré, sur invitation, procédure ouverte, procédure sélective. Procédure sélective, en fait, c'est une procédure ouverte qu'on fait en plusieurs étapes, mais ça reste une procédure ouverte. Donc ça, c'est des procédures qu'on connaît depuis maintenant plus de 25 ans et qui sont donc retransposées dans l'AIMP et qui continueront de vivre avec le nouvel AIMP. Les formes de mise en concurrence, c'est la manière d'attraper, en fait, d'acquérir les prestataires et une prestation, voire de la fourniture, pour exécuter une tâche publique, quelle qu'elle soit. Et la forme de mise en concurrence, je le dis toujours, c'est une stratégie. Ça veut dire qu'on ne va pas appliquer la même forme de mise en concurrence pour un marché de travaux de serrurerie que si à court dans un marché de services informatiques. On va bien sûr réfléchir en amont, et c'est un petit peu le propos que je vais faire maintenant pendant les 27 minutes et 20 secondes qui me restent. Les trois formes de mise en concurrence qu'on connaît principalement actuellement et qui vont continuer à vivre avec le nouvel AIMP, alors ça, c'est des choses qu'on ne voit pas tellement transcrire dans les textes de loi et de réglementation, c'est des pratiques donc concurrentielles. Le premier, c'est bien sûr le classique. Ça représente à peu près 85% des procédures en Suisse. C'est l'appel d'offres que j'appelle moi traditionnel. On a un cahier des charges, on définit les conditions d'exécution, on fait une liste de prix que le soumissionnaire va remplir et compléter. Bien entendu, il y a le contrôle de l'aptitude, de l'expérience de l'entreprise. Si on le souhaite, si c'est des prestations très standardisées, il ne faut pas non plus faire une usine à gaz. Donc ça, c'est le traditionnel, cahier des charges, c'est le one-shot. C'est directement derrière, on a une soumission qui est remplie et signée par l'entreprise. À l'inverse, ce qu'on connaît aussi, qui représente à peu près 3 à 5% des procédures en Suisse, c'est les concours. Les concours, il y en a différentes formes. On connaît aussi le mandat d'études parallèle, par exemple, qui est une forme de mise en concurrence. À la différence avec l'appel d'offres, c'est que dans le concours, il n'y a pas de notion de prix en tant que de critère de jugement. Et on peut vérifier l'économicité d'une solution, mais on va d'abord se focaliser uniquement et principalement sur la solution. On cherche d'abord un prestataire qui va nous présenter la meilleure solution par rapport à un problème donné, un cahier des charges où on fixe un objectif de résultat, puis on dit au prestataire, dites-nous comment vous allez arriver à cet objectif-là. Donc on décrit, le soumissionnaire va décrire en fait, on n'appelle ça même pas un soumissionnaire, horreur, c'est un candidat qui va essayer de trouver cette meilleure solution pour atteindre l'objectif. Et c'est venu s'intercaler là au milieu, ce qu'on appelle les appels d'offres fonctionnels. Là aussi, ça a pas mal fait de grincer les dents ces dernières années parce qu'il y a certaines professions qui n'acceptent pas vraiment ce genre de procédure. Parce que dans l'appel d'offres fonctionnel, la notion de critère du prix, par contre, existe toujours. C'est un critère pondéré qui vaut une certaine valeur, normalement au moins 20%. Mais il y a un autre aspect qualitatif, c'est qu'on demande aux prestataires de dire, écoutez, dans mon cahier des charges,
je n'arrive pas à décrire une solution idéale pour faire une partie de mon cahier des charges, qui peut être par exemple dans un chantier, l'installation de chantier, on laisse libre cours à l'entreprise de proposer sa solution d'installation de chantier. Ça peut être une technique d'exécution de façade, ça peut être le mode de transport, ça peut être d'autres choses. C'est-à-dire qu'on laisse la liberté aux professionnels de la construction ou aux prestataires de services. Si c'est un marché informatique, par exemple, on peut lui dire maintenant, décrivez-nous comment vous voulez atteindre le résultat, parce que moi-même, en tant qu'éducateur, je ne sais pas vraiment le chemin qu'il faut prendre. Et ça sera automatiquement un critère de jugement. La jurisprudence à ce propos est assez précise, où on doit quand même faire attention que le critère qualitatif qui va juger de la solution ait une certaine valeur. Autrement, ça n'a pas de sens. Si vous mettez que 5% sur ce critère-là, on se pose la question pourquoi vous ennuyez l'entreprise à faire tout un travail de réflexion. Donc ce critère-là, généralement, on lui donne quand même de la valeur, 30-40%, le critère du prix, peut-être 20-30%, et puis il reste après encore les aspects organisationnels, et puis peut-être le respect des délais, des choses comme ça. Si ça va beaucoup plus loin dans la recherche de solutions, on peut même arriver qu'on doit indemniser l'entreprise ou le prestataire à trouver cette solution technique, cette intervention idéale. Donc si ça va dans ce sens-là, pour motiver un peu les entreprises, ça arrive des fois effectivement que les acheteurs décident de verser une somme symbolique, une indemnité qui remplira façon jamais le travail fourni, de 3 000, 5 000 francs. Le plus haute indemnité que j'ai pu trouver, c'était à peu près 40 000 francs d'indemnité à chacun des concurrents qui remplissaient des conditions, bien sûr, d'aptitude. S'il y a une indemnité, quand on est en procédure ouverte, je peux que vous inviter à faire une procédure sélective dans un premier temps pour sélectionner les entreprises qui sont aptes. Puis ces entreprises sélectionnées, 3, 4, 5, vont pouvoir donc définir et répondre au deuxième tour qui sera l'appel d'offres fonctionnel. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir passer un tout petit peu plus loin. Un petit souci avec là. Alors, qu'est-ce qui change fondamentalement maintenant avec l'IMP 2019, le jour où il rentrera en vigueur, à Genève particulièrement? On va commencer par vous expliquer ce que j'ai dit en introduction. Ne vous foncez pas la tête baissée à faire tout de suite une stratégie qui n'est pas adéquate. C'est facile de le dire comme ça, mais c'est vrai que vous ne comptez pas le nombre de fois où je suis convoqué chez un client public, puis on me dit, voilà, on va faire un appel d'offres. Je dis, très bien, mais des appels d'offres, il y a différentes formes. Vous voulez atteindre quoi comme objectif? Et si vous fixez l'objectif que vous voulez atteindre, si c'est un objectif de qualité, ce n'est pas la même chose qu'un aspect peut-être financier. Donc automatiquement, après, peut-être on fera un appel d'offres fonctionnel. Ou bien, s'il faut vraiment se focaliser que sur des solutions, on va se préoccuper peut-être de dire, on va faire d'autres formes de procédures que je vais vous expliquer maintenant. Donc cette décision stratégique, elle vient très très en amont. C'est généralement la première heure où on commence à réfléchir. Si c'est un marché de serrurerie, je pense qu'il ne faut pas réfléchir très longtemps. On peut foncer assez rapidement à faire un appel d'offres traditionnel. Mais quand on commence à venir de des projets très complexes, surtout dans le domaine informatique que je viens de parler avant, là effectivement, on peut commencer à réfléchir à d'autres formes de mise en concurrence. Alors le premier que je vais vous les citer, pour faire d'abord simple, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Demander des devis à des entreprises, plusieurs devis, ça existe depuis des siècles. On demande à un charpentier de refaire le clocher, puis voilà, puis on a plusieurs devis, on compare, puis on adjuge. Alors, avec la loi sur les marchés publics, ça a un petit peu changé, parce que maintenant il y a des valeurs seuil, puis à partir d'un certain seuil, il faut faire des procédures, de mise en concurrence, etc. Le gré à gré comparatif, que certains temps on appelait ça le gré à gré concurrentiel, alors, par définition le gré à gré, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence. On cherche un prestataire, on lui demande une offre, on lui adjuge, avec négociation si on veut. Le gré à gré comparatif est un petit peu antinomique, puisqu'on va quand même demander, j'ai bien été très précis sur le terme, demander ou solliciter des offres, des devis. Je ne dis surtout pas le mot invitation, parce que je mets le mot invitation dans la lettre. On va croire que c'est une procédure sur invitation et je dois appliquer les règles de la procédure sur invitation, qui sont plus contraignantes. Le gré à gré comparatif, c'est-à-dire que je veux rester, puisque je suis en dessous de 150 000 francs de prestation, ou 300 000 francs si je suis dans du travaux de grosses œuvres, tant que je suis en dessous de cette valeur-là, que je n'ai pas sous-estimé la valeur du marché volontairement, donc je n'ai pas non plus fait du saucissonnage du marché pour essayer de faire des petits marchés, puis je fais tout le temps du gré à gré, je peux appliquer cette procédure gré à gré comparative où il y a quand même un certain nombre de petites règles à être attentif. Alors la première chose, comme l'a dit François Bélanger tout à l'heure, il n'y a pas de recours possible. Ça, c'est déjà, je pense, une nouveauté. Tous ceux qui faisaient déjà des demandes de devis plus ou moins comme ça, puis qui avaient peur d'avoir un recours, aujourd'hui, c'est un petit peu tendancieux de savoir est-ce qu'il y a un recours ou pas dans ce genre de procédure.
Ben, avec le gré à gré ou le gré à gré comparatif, même si vous sollicitez plusieurs offres, vous n'êtes pas en risque de voie de recours. Bon, bien entendu, un prestataire peut toujours attaquer la procédure en disant que vous allez mal estimer le marché, que le marché fait 200 000 francs, que vous auriez dû faire une procédure sur invitation, vous ne l'avez pas fait. Et là, bien entendu, le tribunal, si c'est vraiment vrai et avéré, il va peut-être condamner la collectivité publique responsable de cet appel d'offres, cette demande d'offres, de corriger la situation. Il est très recommandé dans ce genre de procédure aussi, comme dans le tout gré à gré, et même d'ailleurs sur la procédure sur invitation, de quand même vérifier en amont, avant de solliciter les entreprises, quand même vérifier premièrement si elles sont intéressées, motivées, est-ce qu'elles sont aptes à faire le marché que vous voulez mettre en concurrence de gré à gré comparatif ou sur invitation. Ça, c'est quand même une chose assez facile. Alors, si vous connaissez l'entreprise depuis 10 ans qui travaille régulièrement pour vous, il n'y a peut-être pas besoin de faire chaque fois l'exercice, mais c'est toujours bien de poser quand même la question, ça peut se faire par téléphone. C'est bien aussi de faire confirmer par l'entreprise, par email en retour, en disant « je suis intéressé par ce marché ». Il n'est pas interdit non plus qu'il n'y ait qu'un seul critère d'adjudication, le prix. Contrairement à toutes les autres procédures sur invitation, où normalement il y a au moins un deuxième critère d'adjudication, à part qu'on ait peut-être un marché tellement simple qu'on peut se faire seulement sur le critère du prix, mais normalement dans les autres procédures, il y a toujours au moins 2 critères. Le critère du prix, puis un critère qualitatif. Dans le gré à gré, comparatif ou pas, on peut avoir qu'un seul critère. On peut même décider de ne pas faire de négociation. Par contre, vous devrez informer correctement vos soumissionnaires en disant « je n'ai pas l'intention de faire des négociations, tant sur la qualité que sur le prix. Ce sera le mieux disant, le mieux disant et pas nécessairement le moins disant, le mieux disant sur cette offre-là en fonction des appréciations que je me fixe à moi-même. Si vous voulez les annoncer, tant mieux. Le soumissionnaire sera content de le savoir. Mais il faut les annoncer. S'il y a négociation, il faut dire qu'il y aura des négociations sur les demandes de devis ou s'il n'y en a pas. Il y a une petite chose que je voulais rajouter tout à la fin de ce folio, c'est le fait qu'effectivement, que quand on est dans une procédure ouverte, puis qu'on veut déroger à cette procédure ouverte, puis on veut faire du gré à gré exceptionnel, ça veut dire que je déroge à la loi, puis que je vais faire un gré à gré exceptionnel, c'est un peu contradictoire de dire « mais j'invite quand même 3 entreprises », alors que le motif que vous invoquez, c'est qu'il n'y a qu'un seul prestataire pour exécuter le marché. Ça serait un non-sens total de justifier le gré à gré comparatif, de demander 3 devis, alors qu'on vient de dire juste avant que je fais de l'exception en vertu qu'il n'y a qu'un seul qui est capable de faire le marché. Et je peux vous dire, je n'ai jamais vu encore en Suisse, en 25 ans, quelqu'un qui est tout seul au monde entier. Pour faire un prestataire, il y en a quand même toujours un deuxième ou un troisième. Il faut juste un petit peu sortir peut-être des frontières cantonales. Alors, il veut avancer, il ne veut pas avancer. Le contrat cadre. Ça aussi, c'est une pratique que certains le font par inadvertance ou par méconnaissance. On le fait déjà, les procédures de mise en concurrence par contrat cadre. On le fait maladroitement souvent ou pas bien cadré. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est un contrat cadre. Le contrat cadre, c'est quand on se trouve dans une prestation qui évolue assez fortement d'année en année. Par exemple, le transport scolaire, ou tout ce qui est nettoyage des bâtiments, ça peut évoluer. Il suffit qu'il y ait un bâtiment qui se rajoute après une année où il y en a un qui est démoli, où on change la pratique technique de nettoyage, où on veut changer le contrat toutes les années. Ben, il est peut-être souhaitable de partir dans un contrat cadre. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé, et on n'est même pas capable d'estimer la valeur du marché, et même pas capable de dire exactement prestations précises. Comme dans un appel d'offres, on liste toutes les prestations, on n'est peut-être pas capable de tout décrire ce qu'on veut faire pendant les 4, au maximum 5 ans, parce que les contrats cadres ne peuvent pas normalement durer plus de 5 ans. J'ai marqué sauf motif impérieux, parce que voilà, la nouvelle législation dit qu'on peut aussi motiver de faire plus long que 5 ans. Ça peut arriver, j'ai un exemple, c'est de nouveau le marché de transport scolaire, où le prestataire qui va exécuter le marché, il décroche le marché, il va devoir peut-être acquérir des véhicules. Ces véhicules ont une durée de vie de 8 ans. Si on fait un contrat cadre seulement de 5 ans, qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans pour ces véhicules? Donc là, on pourrait peut-être, j'ai bien dit peut-être, j'essaie de justifier un contrat d'un peu plus longue durée que les 5 ans, parce qu'on doit pouvoir permettre au prestataire d'assumer et d'amortir son investissement de départ. L'autre avantage du contrat cadre, c'est qu'on peut solliciter, donc mettre en concurrence plusieurs prestataires et qu'il y ait plusieurs prestataires qui décrochent le contrat cadre. Soit parce qu'on a peur d'être avec un seul prestataire pendant 4-5 ans pour fournir de la prestation, surtout dans le domaine des fournitures par exemple,
Acheter du papier, par exemple, ou des encres pour l'imprimante, voilà, c'est des choses répétitives, puis on ne veut pas d'être pris en otage par un seul prestataire. Il est tout à fait autorisé de dire, voilà, je fais un contrat cadre de 5 ans, où je sais exactement ce que je veux pour les 12 prochains mois, parce qu'en fonction des 12 derniers mois, je sais à peu près la valeur de ce que je veux. Puis après, chaque année, on revise en fait ce contrat cadre en fonction de l'évolution des besoins. On peut définir tous les 6 mois, si vous voulez, ça c'est pas un problème, on peut même définir tous les 3 mois, quoique ça vient un peu court. Mais toutes les années, généralement, surtout dans le domaine, je disais, de restauration scolaire, transport scolaire, là on peut redéfinir en fait le contrat cadre et remettre en concurrence les prestataires qui ont été sélectionnés au début. Si vous en choisissez 5, voilà, il y en a un qui va peut-être exécuter la première année, puis au bout de la première année, on remet en concurrence ces 5, et ainsi de suite, d'année en année. Ça, c'est des choses qui sont assez souples et évolutives, donc ça, c'est très utile pour les marchés dits répétitifs. Donc, on peut adjuger aussi des prestations, ce qu'on appelle subséquentes. Ça veut dire que si tout d'un coup, dans le contrat cadre de départ, vous avez défini un certain nombre de prestations, plus ou moins quantitatifs, tout d'un coup, tant qu'on reste dans la même mission de travail, c'est toujours un marché de nettoyage, vous pouvez dire, voilà, maintenant je veux que vous fassiez encore une prestation supplémentaire de nettoyer encore, je ne sais pas moi, toutes les salles de conférence, alors qu'initialement, ce n'était pas nécessairement prévu dans le contrat cadre. On se réservait peut-être la possibilité de le faire sous forme d'une option. On l'a dit, on ne l'a pas dit, ce n'est pas grave dans le contrat cadre. On peut en rajouter tant qu'on reste dans le contrat cadre et de la même compétence métier qui est mis en concurrence. Le dialogue compétitif. Waouh! Pratique, comme l'a dit François Bélanger tout à l'heure, qui existe déjà dans le droit fédéral depuis une dizaine d'années. Ils ont eu beaucoup de problèmes pour l'appliquer, puisque à chaque fois, quasiment, il y a eu un recours. C'est des procédures extrêmement compliquées à mettre en place. Là, j'ai mis qu'il faut absolument vous faire entourer d'un expert, pas nécessairement votre serviteur, mais il faut absolument maîtriser le processus parce qu'il est compliqué. Qu'est-ce que c'est le dialogue compétitif? C'est quand on a besoin de dialoguer avec plusieurs entrepreneurs pour essayer de trouver la solution qui permettrait d'exécuter, d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Donc c'est normalement pour des marchés d'innovation, des marchés complexes. Je vous donne un exemple, on l'a appliqué par exemple pour la gare de Lausanne, où pour une certaine partie de l'ouvrage, un projet quand même assez conséquent, on a dû faire appel à plusieurs prestataires, puis ensemble, on a essayé de discuter du cahier des charges. On élabore ensemble, en fait, le cahier des charges, les objectifs. Une fois qu'on s'est mis d'accord que chaque prestataire est capable de faire et d'exécuter ce qui a été imaginé, ils sont mis ensuite en concurrence. Comme c'est des marchés complexes et assez innovants, on peut voir ça aussi dans le domaine informatique, on veut faire un logiciel de gestion de comptabilité complètement innovant pour toutes les HES de Suisse, pourquoi pas, voilà, on peut faire ce dialogue avec les entreprises, puis essayer de broder un cahier des charges qui tient à atteindre l'objectif. On peut voir aussi par exemple ça dans des partenariats privés-publics, où le mode de financement, les méthodes de contrat de financement qu'on pourrait avoir avec le prestataire qui va exécuter le projet et puis assumer la responsabilité d'investissement, on peut dialoguer avec eux pour essayer de trouver quel est le meilleur moyen de financer l'opération. Donc ça, c'est le dialogue compétitif. Une fois qu'on s'est mis d'accord, l'adjudicateur retourne dans son bureau, il écrit le cahier des charges qui correspond au résultat de ce dialogue. Donc inévitablement, il y a normalement un appel d'offres où il y a d'abord un appel à candidature, donc un premier tour de sélection des entreprises, puis avec elles, une fois que celles qui ont été sélectionnées, avec elles, bien sûr, on va faire ce dialogue proprement dit. Je précise aussi une petite particularité, c'est qu'on peut avoir un dialogue individuel avec chacune des entreprises, qu'on peut avoir le dialogue en plénum. C'est qu'on a les 4 entreprises autour de la table, c'est une question de discussion à bâton rompu, et puis on fait un brainstorming ensemble pendant 1 heure, 2 heures, peut-être 2 jours s'il faut. N'oubliez pas aussi que c'est du temps de travail, peut-être il faut penser à une indemnisation. Or, s'il n'y a que 4-5 entreprises, peut-être leur dire, voilà, symboliquement, je vous donne 5 000, 10 000 francs pour faire cette réflexion avec moi. On peut leur dire maintenant, voilà, on fait une première séance, on se revoit dans 2 semaines. Une fois que vous avez un petit peu réfléchi, on se revoit, puis on se met d'accord sur une solution idéale. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour les marchés complexes où on veut essayer d'atteindre, économiquement parlant, et en termes de qualité, bien entendu, la meilleure des possibilités. J'ai mis en dernier aussi, c'est qu'il faut être très attentif à respecter ces principes de base que Maître Bélanger a dit tout à l'heure sur l'égalité de traitement, la transparence. Il faut avoir des règles du jeu qui soient vraiment picobello,
pour que chaque entreprise ne se sente pas lésée dans la négociation, parce que c'est une forme de négociation finalement, mais dans ce dialogue, pour essayer de trouver la meilleure solution. Il ne faudrait pas tout à coup qu'il y ait cette solution avantage fortement plus un prestataire que l'autre, parce que là, il y a risque de recours de l'autre qui va dire c'est inadmissible finalement. Vous avez trouvé une solution, d'accord, mais moi, je ne suis pas capable de vraiment de l'exécuter. Donc, on a nuit à cet effet du dialogue. Donc, ce n'est pas applicable pour toutes les procédures, et je pense qu'on attend un petit peu aussi des exemples un peu plus concrets, et bien sûr des décisions qui viendront inévitablement, parce que je pense qu'il y aura des recours sur ce genre de procédure. Les enchères électroniques. Alors, je suis obligé d'être un petit peu désolé. Vous savez que ça fait bientôt 4-5 ans aussi, c'est un peu comme la IMP qui a pris 8 ans. La IMP 2019, c'est bizarre parce que la IMP 2001, il a mis 2 ans pour être pondu, puis on a mis 8 ans pour pondre celui-là, mais voilà, c'est comme ça. Je suis désolé pour une chose tout simple, ça fait 4-5 ans qu'on essaie de sortir la plateforme CIMAP 3, parce qu'actuellement on est dans le CIMAP 2, pour ceux qui ont vécu le CIMAP 1 en 2001, qui était la genèse des sites internet. Et on était un des précurseurs dans ce domaine-là au niveau mondial. On peut s'en féliciter au niveau suisse, parce qu'on est le seul pays qui a une seule plateforme officielle en plus, qui est reconnue officiellement par toutes les collectivités de Suisse à ce niveau-là, puisque maintenant vous avez vu que l'IMP 2019 oblige maintenant à utiliser le CIMAP. Cet outil, je vous rassure, ne m'appartient plus, je l'ai vendu pour un franc symbolique il y a déjà quelques années. L'enchère électronique, il faut attendre 2023, parce que ça c'est le projet qu'on espère pouvoir achever en 2023, on est obligé d'avoir une plateforme électronique. Et le CIMAP, à l'avenir, on permettra non seulement de faire des procédures sur invitation, de faire tout le processus, même l'ouverture des offres, le travail de multicritères, tout pourra passer par le CIMAP 2023, et bien sûr de faire cette enchère électronique. Attentif, où c'est normalement prévu que, par l'IMP 2019, ça peut évoluer peut-être à l'avenir, uniquement pour des marchés assez standards, des marchés de fourniture, où normalement il n'y a pas besoin par le prestataire de faire de la recherche et développement pour fournir son offre. Donc logiquement, on fait des choses assez simples, c'est surtout à mon avis pour des fournitures, ça peut même pour des véhicules, à mon avis, parce qu'on peut décrire relativement précisément ce qu'on veut. Donc il y a normalement ce contrôle de l'aptitude qui est inévitable avant les enchères électroniques. Une fois qu'on a fait ce contrôle d'aptitude, puis que les entreprises ont été sélectionnées, on va leur ouvrir en fait une page CIMAP qui vont leur permettre d'évoluer dans leur offre, à la hausse comme à la baisse. Ça peut toucher l'aspect financier comme ça peut toucher l'aspect qualitatif. Par exemple, si un des critères de jugement automatique, c'est les délais, le système peut vite voir, voilà, lui il propose 30 jours, l'autre il propose 28 jours, celui qui propose 28 jours sera peut-être mieux noté que celui qui a 30 jours, quoique des fois être plus précipité, ce n'est pas toujours une bonne chose. Mais ça dépend des critères qui ont été fixés. On ouvre cette offre, et puis effectivement, le prestataire peut changer et évoluer dans son offre. Inévitablement, avant l'ouverture des enchères électroniques, l'adjudicateur devra d'abord présenter le classement initial. Ça veut dire qu'il y a d'abord une première évaluation des offres, qui se fait traditionnellement, ou via l'outil aussi, mais de manière assez discrète. Et puis ensuite, on ouvre cette page CIMAP. Chaque prestataire sait où se trouve son offre en termes de classement. Il voit qu'il est peut-être premier sur l'ensemble des critères, mais il voit qu'il est quand même encore de loin derrière avec le prix. Il pourra évoluer, peut-être qu'il va influencer les délais, il va influencer le prix, et cette ouverture de cette page va se refermer à un moment donné, à un délai bien précis qui est fixé par l'adjudicateur, puis à l'issue de ce processus-là, bien entendu, après, normalement, l'adjudicateur reprend la main et prend une décision d'adjudication qui est normalement le résultat de cette mise aux enchères électronique. Donc le système est assez itératif, ça veut dire qu'on peut faire ça en plusieurs étapes, on peut ouvrir, refermer, rouvrir, refermer. Il faut juste être précis dans l'appel d'offres que ça va se faire en plusieurs espaces de temps, quoi. Et puis, voilà. Ce que je voulais vous en dire, il me reste 6 minutes pour, comment dire, rappeler, dire un peu des choses que peut-être Maître François Bélanger a déjà dites, mais être attentif qu'aujourd'hui, on est vraiment encore dans l'IMP de 2001. Donc ça veut dire qu'on doit encore attendre pour appliquer ces nouvelles procédures, quand bien même je viens de vous dire avant que le contrat cadre, à mon avis, du point de vue de la jurisprudence, en tout cas c'est assez clair que c'est déjà des procédures applicables. Le gré à gré comparatif, c'est déjà des pratiques qui ont déjà été jugées et acceptées moyennant quelques conditions que je vous ai citées tout à l'heure. Donc ces procédures-là, à mon avis, je n'ai pas trop de soucis que vous le fassiez déjà aujourd'hui, alors que ce n'est pas encore réellement transposé dans le droit actuel. Par contre, enchères électronique, dialogue compétitif, ça, je vous invite à ne pas le faire pour l'instant et d'attendre
le nouveau processus. Je terminerai par dire une petite particularité, puisque chaque canton peut pondre un petit peu ses particularités cantonales. On n'est pas à l'abri encore d'avoir des particularités genevoises, hein, comme on voit des particularités valaisannes, notamment sur la question des délais. Hein. Si un canton veut dire c'est 15 jours, puis l'autre veut dire 20 jours, chaque canton est encore assez indépendant dans ses modalités d'application. Je vous donne un exemple, le canton de Vaud, qui ont maintenant mis en consultation de manière assez sérieuse leur nouveau dispositif légal. Ils demandent ce qu'on appelle la peine conventionnelle. Ça veut dire qu'une entreprise qui ne respecte pas les charges sociales, qui fait du travail au noir ou qui a fait de la corruption ou je ne sais quoi encore, il y a obligation sur le canton de Vaud à l'avenir de faire absolument une peine conventionnelle. Donc il y a une sanction financière et pécuniaire qui sera appliquée auprès des entreprises. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Patrick.